Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dernière ligne droite, voilà pour cette émission. Oui, les GG sur Radio Espace. Continuez à réagir, GG au 8037. Sinon, si vous êtes abonné Orange, si vous êtes à l'international, le www.espacefmguinée.info. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans l'émission. Vous êtes à Kindia, vous pouvez réagir évidemment, tout simplement avec ce numéro de téléphone, le 00224 657 39 13 13. Je le disais à l'entame, la dernière présidentielle guinéenne s'est faite révélatrice de cadre de haute volée. Ahmed Kourouma, banquier et ancien conseiller politique de Moussa Dadis Kourouma, a un avis sur tout. Il aborde avec autant de passion les occurrences de la présidentielle du 11 octobre, l'épineuse question terroriste ou bien encore celle d'un gouvernement de compétents tel qu'annoncé par le professeur Alpha Condé. Quels seront donc les prochains défis du président sortant réélu? Comment devrait-il s'y prendre? Entre autres, des questions posées ce matin chez les GG. Ahmed Kourouma, vous le voyez à l'écran, il est notre invité, banquier et politologue. On va s'intéresser aussi à cet autre sujet, donc le viol. Épidémisé en Guinée, c'est la question que nous nous posons ce matin. En tout cas, l'acte atteint des proportions inquiétantes et nourrit pas mal d'actualités en cours. Au cœur des préoccupations, l'accompagnement des victimes, pour la plupart, des mineurs sans défense. On s'intéresse là-dessus ce matin avec Hassan Ba, qui nous allons joindre au téléphone dans un instant sur Radio Espace. Ahmed, et l'autre Ahmed est avec nous dans ce studio, Ahmed Kourouma, c'est bien cela. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà un mot déjà sur les élections que nous avons tenues en Guinée ici aujourd'hui. On attend la formation d'un nouveau gouvernement. Vous avez suivi les 5 ans du président Alpha Condé. Qu'est-ce que vous avez constaté et pour vous, qu'est-ce qui va changer concrètement? J'ai constaté des avancées en termes d'infrastructures. J'ai constaté un programme du président de la République qu'il a essayé d'emmener jusqu'au bout, malgré les handicaps qui sont les siens, à savoir une équipe que l'on dénonce aujourd'hui. Je viens d'entendre ce qui s'est passé avec ces dames. Ouais. C'est proprement scandaleux. Il faut en finir avec ces fossoyeurs de la République, avec ces kleptomanes. C'est plus possible. Ouais. On ne peut plus continuer comme ça. Ouais, mais souvent, on reproche aussi au président, quelque part, d'apprendre à partir de ses couturiers. Et quand je dis d'apprendre, c'est gérer évidemment le pays, voilà. Parce qu'on ne peut pas gérer par tâtonnement, c'est pas possible. Tout à fait, mais on peut pas, en même temps, on peut pas tout apprendre, on peut pas tout attendre d'un président de la République. J'ai suivi aujourd'hui, vous aviez une émission riche en dénonciation et tant mieux. Il faut des gens comme vous, il faut des gens qui sont des poils à gratter de la République pour dénoncer ces faits-là. Mais on parle de la COP21 par exemple. Moi, je vous ai entendu parler de l'insalubrité à Conakry. Il y a une chose qui se fait dans ce pays, qui se fait nulle part ailleurs dans le monde, les déchets plastiques, les sacs plastiques. Nous sommes l'un des rares pays encore en Afrique à utiliser ce qu'on appelle les sacs plastiques non biodégradables. Il suffirait de si peu, juste d'une loi, pour interdire ces sacs-là. C'est important, ça fait partie de la défense de l'environnement. Je vous donne un autre exemple. Vous avez parlé de l'insalubrité encore de Conakry. Moi, je viens d'un pays et d'une capitale qui est réputée pour être la capitale la plus propre du monde en termes d'énergie propre. D'accord. Ma société, donc qui s'appelle Denofinance, est associée avec la mairie de Vienne dans la lutte pour l'énergie propre, le climat, etc. Je suis un cadre guinéen. Ce sont des choses et des solutions que nous avons, que nous connaissons par cœur. Encore faut-il que là-haut, tout là-haut, on nous entende. Là est l'un des prochains défis du président de la République. Justement, alors les défis, on en parle ce matin parce que à se référer un petit peu, à vous entendre un petit peu, le président, on l'a entendu dire oui, je connaissais pas le pays. Là récemment, je vais pas dire qu'il s'est transformé complètement, mais c'est tout comme à dire non, on va plus faire le choix par affinité. Je connais maintenant les Guinéens. Ce sont des erreurs. Ça vous dit tout ça là, ça vous dit quoi exactement, Ahmed? C'est de la politique politicienne? C'est de la politique, c'est un jeu politique. Moi, j'adore la politique, j'aime le combat politique. Donc oui, je m'amuse, c'est un jeu politique. Ce sont des phrases, des discours, très bien. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, et j'ai rencontré beaucoup de jeunes cadres compétents dans ce pays, qui viennent de l'extérieur, mais qui sont aussi à l'intérieur. Ce qu'on demande, ce que moi, j'exige aujourd'hui du président de la République, c'est qu'il mette un gouvernement en place
place Faisons un gouvernement de Mais non, gestionnaires, mais attendez. qu'il aille chercher Non, les non, talents je suis là pas où d'accord ils avec sont. vous, je suis pas Qu'il d'accord aille avec chercher vous. les talents là où ils sont. Il faut qu'il le fasse. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que quand quoi vous avez un président qui Oui. dit à chaque fois non, je suis libre maintenant, je n'ai de compte à rendre à personne. Ahmed, on a décrypté ça. C'est clair. Moi, il y a une semaine dans c'est cette clair. Moi, je émission. veux qu'il soit clair. Quand il dit un gouvernement compétent, vous doutez de la compétence des ministres qui sont là actuellement? Des ministres qui sont incapables de composer leur cabinet, même si on amenait Bill Gates. Vous pensez Des qu'il grandes va pouvoir gueules. aussi cette mission? Je doute de la compétence de certains ministres. De certains. J'en ai rencontré certains qui étaient très compétents. Certains Non, il n'y a compétents. pas de langue de bois. Attendez, je vais l'ouvrir. Les grandes parce qu'on est chez les gueules. grandes gueules, je vais vous le dire. Allez-y. J'ai rencontré des hommes Ouais. et des femmes compétentes dans ce pays, Ouais. d'accord, Ouais. qui malheureusement sont rangés au placard, au profit de gens qui ont des grandes gueules, qui parlent et qui font des mamayas à longueur de journée, mais qui ne font rien pour ce pays. Voilà, cela doit cesser. C'est simple. Vous savez ce que qu'on je dis. appelle être influent en politique? Oui, tout à Ben fait. voilà, donc Oui. vous n'allez pas me dire le contraire. Si on se réfère un petit peu, on le rappelait, je veux dire, dans les titres, comme quoi vous êtes un ancien conseiller de Moussa Dadis Camara, des bourdes à cet actif-là. Ben non, on va en parler parce que vous êtes sur les GG, c'est très Allons-y, important. Voilà. allons-y. C'est bien de dénoncer à chaque Allons-y. fois. Non, allons-y, Oui, allons-y. que s'est-il passé avec le cas Moussa Dadis Camara, un moment conseiller politique de Moussa Dadis Camara. Après, vous retirez. Ensuite, on attend, non, mais il n'est pas conseiller, le parti n'est pas au courant, et on a vu les décisions qu'il a prises, Moussa Dadis, en voulant rentrer coûte que coûte en Guinée. C'est vous qui lui avez conseillé tout cela? De rentrer en Guinée? Oui. Oui, bien sûr. C'est moi qui lui ai conseillé. Est-ce Il a, que vous pris, aviez- il a pris en tous les cas sa décision seul, mais c'était à l'époque une idée qu'il avait de rentrer en Guinée. Oui, bien sûr. Aviez-vous calculé les tenants et les aboutissants d'une telle décision? Non seulement je les avais calculés, mais ce que je n'avais pas calculé, c'est les bourdes qui ont été commises, comme vous le dites, Justement. les erreurs de Parlons-en. communication. Oui, allons-y. Oui, parlons-en. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé n'importe quoi. Ouais. C'est aussi simple que ça. En clair, qu'est-ce que En vous voulez clair, dire n'importe quoi? je vous l'ai dit ici, Ouais. je le redis, puis Ouais. on reparle encore du sempiternel Cadalis. Ouais. Et il y a eu des décisions qui ont été prises par des gens de son entourage qui Ouais. n'étaient pas les bonnes. Justement, et qui ont abouti... en parlant d'influence, justement, Oui. c'est dans ce sens, justement. Quand vous Oui. dites oui, le président, il peut prendre des décisions, il peut nommer qui il veut. Oui, En moi, je suis- oubliant quelque part. Non, mais je on suis- passe du coq à l'âne. Non, On passe on parle du de- Cadalis on ou du parle du président de la Cadalis. République. C'est ce que je dis, Vous justement. Je avez- parle d'influence, Oui, justement. vous Parce avez- qu'il parle de l'entourage de Moussa Dadis. Parce que je vais m'y perdre sinon. Non, c'est, vous aviez Vous voulu ne qu'il perdez pas, retourne. vous savez très bien ce que vous dites. Là, vous faites la politique, là. Vous aviez voulu qu'il retourne au pays, n'est-ce pas? Les grandes gueules. Vous aviez voulu Non, qu'il- je ne l'ai pas voulu, il a décidé. Il a décidé, vous Oui. l'avez Vous appuyé. l'avez appuyé. Et bien sûr que je l'ai appuyé. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais je vous l'ai dit, ce Oui. qui n'a pas marché, enfin vous êtes journaliste, vous êtes au Non, mais- courant, ce qui n'a pas marché, ce sont les erreurs de communication. Mohamed, ont s'il te été- plaît, ne l'aide pas. Hein. Voilà. Erreur de communication. Les grandes gueules. Erreur de communication, juste. Non. Entre autres, peut-être la volonté de créer un parti politique et de se rallier à un groupe de l'opposition. Oui, c'était une erreur. Se rallier à un groupe de l'opposition, en particulier, c'était une erreur. Moi, je lui avais conseillé de Il de devait se rallier à la qui? mouvance présidentielle. Ok. Personnellement, j'étais pour qu'il se rallie à la mouvance présidentielle, ou de se rallier à l'opposition tout entière. Donc déjà, cibler un personnage de cette mouvance, enfin de cette opposition, à savoir M. Seloudan Diallo, était à mes yeux une erreur. Alors, est-ce que le fait de se rallier, entre guillemets, à M. Seloudan Diallo a fait que Dadis Camara n'a pas pu avoir le chemin de Conakry? Non, il faut arrêter avec ce côté Non, non, victimaire. mais Non, il faut arrêter avec ce côté victimaire. Le président Dadis Camara n'a pas pu avoir le chemin de Conakry parce qu'il y a des erreurs qui ont été commises, que j'ai dénoncées. Je me suis inclus dedans, je le redis encore une fois, je suis autant responsable que les autres. Oui, mais vous parlez de quelle erreur Mais les erreurs, elles sont simples. Oui, vous parlez de quelle erreur qu'il a bloqué Abidjan? Comment? Quelle erreur qui a permis... Ça, c'est de la politique. Est-ce que Les vous grandes estimez- gueules. Est-ce que vous estimez que s'il s'était rallié à la mouvance, ça aurait été facile, les portes lui auraient été facilement ouvertes? Il n'aurait pas atterri à Accra en ce moment. Peut-être. Pourquoi pas. Peut-être. Ouais. Peut-être. Voilà, il faut le rappeler, notre invité ce matin, Ahmed Kourouma, politologue, et oui, en même temps, hein, on parle un petit peu, parce qu'on décrypte un petit peu l'actualité avec lui, hein, c'est très important, parce qu'on a parlé un petit peu de ces syndicats ce matin, Moussa Moïsi, là, on n'est pas passé... La Fesabag. La Fesabag, entre autres. Et Ahmed est très bien placé pour nous expliquer un peu les procédures au niveau de la banque. Il dit qu'on ne fait pas les grandes gueules, il vient d'en être victime. Ahmed, comment tu trouves le système Victime. bancaire guinéen? Bah oui, Je le trouve alors tu obsolète. fais pas la grande gueule. Alors je le trouve obsolète, il date de Jurassic Park et on est ben au voilà. 19e siècle de la Voilà banque quelqu'un qui comprend en la vie. Guinée-Conakry. Voilà, c'est aussi simple que Voilà, ça. voilà. C'est sans appel. Il n'y a pas Voilà. d'avancée. Il n'y a aucune avancée. ben C'est voilà. quand je vais vous donner un exemple. Vous avez des guichets. Nous sommes dans un pays francophone, d'accord. Vous avez, pour ne pas les nommer, la Bissigui, qui a des guichets à Conakry qui sont des guichets anglophones. On sait d'où ils viennent. Ce n'est pas normal. Le service
bancaire en Guinée est obsolète. Il faut réformer. Les banques font partie de ce qu'on appelle, en économie, c'est elles qui sont le fer de lance du PIB d'un pays. D'accord ? Elles participent à la création d'emplois, etc. Vous avez des taux ici que l'on pratique en termes de prêts que je n'ai vu nulle part ailleurs. Des taux à 12-13%. La faute à qui ? Mais la faute au manque de structure, au manque de normes. Il faut normer ce pays à tous les niveaux. Voilà. Il faut que les instances de ce pays, le service public, ceux qui doivent, les instances de régulation des banques se professionnalisent, travaillent avec des gens qui connaissent le système bancaire mondial, parce qu'on est un pays qui est quand même dans le monde, on est dans une économie mondialisée. Il faut absolument normer les banques et les obliger. On va parler des défis un peu plus tard parce qu'on continue à décrypter un petit peu l'actualité, c'est très important. On a parlé aussi du Premier ministre, entre autres, on l'a vu avec quelques ministres en ce qui concerne l'investiture du président de la République. Roby, il est allé plein là-dedans tout à l'heure, entre autres, à dire que ce n'était pas le rôle du Premier ministre d'organiser, si on peut se permettre de dire comme ça, jusqu'à preuve du contraire. Il est quand même Premier ministre. On dit aussi qu'ils doivent démissionner le 14. Ahmed, si on vous posait cette question... Comment on doit être aujourd'hui? Le prix est bloqué à la fin du compte. Mais qu'il démissionne rapidement et qu'on passe à autre chose. C'est clair. Je suis clair. Alors, il n'a pas été à la hauteur, selon vous? Ce n'est pas qu'il n'a pas été à la hauteur, c'est que le Burkina, enfin je ne comprends pas notre pays, le Burkina vient de faire une élection, la Côte d'Ivoire pareil, les gouvernements sont en place, il n'y a qu'en Guinée, je ne comprends pas. Oui, mais c'est pas au Premier ministre de mettre le gouvernement en place, mais s'il démissionne non, pas mais le président de la République... Premier ministre dans un état de droit a l'obligation, lorsqu'il y a une élection, de présenter la démission de son gouvernement. Voilà, c'est une réalité que le président accepte ou pas, mais le Premier ministre doit le faire. Entre autres défis dont on parle, Ahmed parlait d'un cas par exemple, on nomme les ministres mais ils n'ont pas la latitude de composer leur cabinet et c'est toujours les mêmes personnes qui étaient là avant, qui sont là, qui s'y connaissent beaucoup plus que le ministre qui a été nommé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer de tels cas par exemple? Il faut nommer les ministres par compétence et non par allégeance. Je veux dire, vous êtes d'une génération qui a connu tous les ministres qui sont actuellement au gouvernement. Il y a quelques jeunes ministres, je l'ai dit, des gens comme Damantan qui sont extrêmement compétents, je le redis, mais il faut maintenant passer à un gouvernement de gestionnaires et de méritocratie. Il faut arrêter, il faut les dégager. Le pays a besoin d'une marche en avant. Nous devons rentrer dans une guerre économique. Nous devons en finir avec cette fracture sociale. Ce que j'appelle la fracture sociale, c'est la disparité entre le peuple, celui qui a élu le président Alpha Condé, et l'élite guinéenne. Il y a une déficience. Il le rappelle à chaque fois. Mais je le redis. Alors qu'il fasse en sorte qu'il les écoute. Ce sont ceux-là qui l'ont élu. Il faut absolument maintenant que l'on s'attaque à ces phénomènes-là. Nous avons des défis à relever. Je vous donne 2 exemples qu'il faut mettre en place, mais c'est une question de volonté politique. Nous devons mettre en place une allocation familiale pour les enfants. Nous devons mettre en place absolument une sécurité universelle. Ce sont des choses que l'on doit faire et qu'il faut faire maintenant. C'est possible. Maintenant. Et c'est possible. C'est une question de volonté politique et de travail. Alors, je pose cette question. Si vous étiez ministre de la République aujourd'hui, quel secteur? Je vais prendre tout de suite ministre de l'économie et des finances. Comment vous allez faire, par exemple, ce qui concerne, parce qu'on parle d'actualité un petit peu, en ce qui concerne ces banques, comment vous allez vous y prendre? C'est bien de critiquer, mais il faut je mettrai les banques. Moi, je mettrai les banques au pas immédiatement par des mesures très concrètes. En faisant quoi? C'est en régulant. Nous sommes aujourd'hui, il y a une disparité, mais en régulant le système bancaire. Je vais vous l'expliquer en deux mots. Nous avons une disparité entre le taux de change, d'accord, c'est-à-dire le change franc guinéen, dollar, etc., qui est en défaveur de l'État. Vous avez aujourd'hui des gens dans ce pays qui touchent de l'argent, et je parle de nos amis libanais, pour ne pas les nommer, qui sont des propriétaires ici d'immeubles, ça c'est des cas concrets, qui touchent de l'argent en liquide et en dollars. Où va ce liquide? Nous ne le savons pas. Les locations. J'en ai été victime. D'accord? Où va ce liquide? Nous ne le savons pas. Et tout le monde sait, je pense, quand on est économiste, que lorsque l'on touche de l'argent liquide, c'est pour ne pas le déclarer au fisc. Résultat des courses. Au bout des comptes, c'est l'État qui est victime de ces gens-là. Et tout est comme ça dans ce pays. Donc il faut, quand je dis réguler, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre une politique fiscale en place, que tout le monde, tout un chacun, tous ceux qui viennent gagner de l'argent dans notre pays, payent des impôts, parce que ça participe à la redistribution et à l'évolution de la société.
Ouais. Alors, On parle de sécurité aussi. Le chef de l'État, moi je vais parler un peu politique d'abord. Il a rencontré récemment quelques leaders politiques, Sidia Touré, et même certains politiques qu'on aurait, cette rencontre a étonné beaucoup de personnes. Je vais parler de celle entre Alpha Condé, le président Alpha Condé et Baouri. Il continue, on parle même de grâce qu'il pourrait accorder à beaucoup d'exilés, amnistie plutôt, qu'il pourrait accorder à beaucoup de Guinéens à l'étranger qui sont en exil. Comment vous voyez cette démarche? Est-ce que vous pensez que ça peut toucher aussi le cas Moussa Dadis Camara? C'est une démarche. Le cas Moussa Dadis Camara est un cas à part. Il n'est pas en prison d'une part, il a été inculpé par etc. Donc c'est un cas à part. Cause problème. Voilà, ça pose problème. Mais c'est un cas à part. Inculpé aujourd'hui quand même qui travaille avec le président. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais le président Dadis est inculpé de crimes contre l'humanité, ce qui n'est pas le cas des autres. C'est une nuance importante. Oui, mais ça ne doit pas l'empêcher quand même de circuler. Tout à fait, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Et de rentrer chez lui, ça je suis d'accord avec vous. Mais pour revenir à que le président de la République rencontre les différents opposants est un signe de la formidable démocratie dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Il en va du rôle du président de la République que de rencontrer ses opposants, voire de les amnistier. C'est une tradition républicaine qui date de la Ve République de De Gaulle. Mais puisqu'on parle de politique, et moi j'adore le combat politique, c'est un combat politique que de faire rentrer M. Baouri pour affaiblir Cellou-Dalein Diallo. Ça fait partie du jeu politique et c'est normal. Vous trouvez que c'est normal? Je trouve ça bandant. Qu'est-ce qu'il aurait à gagner en affaiblissant l'UFDG? Une opposition qui disparaît dans un jeu politique, c'est pas une démocratie. L'opposition ne disparaît pas. Nous avons besoin en Guinée d'une opposition forte. D'accord. À l'opposition de prouver qu'elle est intelligente. Parce qu'on est dans un combat politique. Le président, on parlait de l'attitude du président de la République, il a gagné avec 57% des voix en affaiblissant son opposition. C'est un Mitterrandien qui n'a pas compris Mitterrand, n'a pas compris Alpha Condé. C'est aussi simple que ça. C'est un jeu de massacre. Et moi, j'adore ce jeu de massacre en politique. Cela étant, c'est à l'opposition de faire preuve maintenant d'intelligence, de maturité politique et d'aller au combat. Ce qu'on n'évoque pas, et ce que tout le monde voit venir un petit peu devant, c'est peut-être à se dire, pourquoi pas, on va changer un petit peu la Constitution. C'est une question qu'il faut évoquer maintenant, parce que à entendre aujourd'hui ces opposants, non mais oui, je sais de quoi je parle, à entendre ces opposants aujourd'hui, tout le monde est en train de dire, il est le plus beau président, c'est le président bâtisseur, encore quoi sais-je, gros point d'interrogation. Vous n'avez pas peur un petit peu aujourd'hui que demain, il y a un pays sans opposition, on tombe un petit peu, je sais pas, dans ce truc à dire oui, en 2020 il peut se représenter et comme si ça passait comme si c'était une lettre à la poste. À 87 ans quand même. Ah écoutez, tout est possible mon grand. Vous êtes en Guinée. On est les grandes gueules. On est dans ce qu'on appelle la politique fiction. On se projette. Moi je vous dis une chose, je le répète, il faut dans une démocratie normale et dans ce pays, la Guinée, il nous faut une opposition forte. Il y a les antibrouillards, vous pouvez naviguer, allez-y. Tout à fait. Mais il nous faut une opposition forte, c'est important. Cela étant, je le redis, la politique c'est aussi un jeu d'intelligence. Et il faut que l'opposition soit intelligente et qu'elle nous amène enfin, qu'elle nous présente un véritable programme de société. Alors, c'est quoi le problème de l'opposition aujourd'hui? Le problème de l'opposition, c'est qu'ils n'ont pas de programme. Je vous le dis de manière très claire. Citez-moi, je vais vous donner un exemple. On parlait de la fracture sociale dans ce pays. Mais je vous le dis de manière très claire. Laissez-moi finir. Citez-moi. Les grandes gueules. Vous en capacité de me citer, depuis que le Parlement est en place, une loi qui a été proposée par l'opposition qui va dans le sens de l'amélioration du quotidien des Guinéens. Il n'y en a pas une. Et par contre, on a vu des manifestations contre la CENI, contre nos institutions, contre tel homme. Le quotidien des Guinéens, on s'en tape. Il n'a jamais été débattu. Il n'a jamais été débattu à l'Assemblée. Voilà des choses qu'il faut dénoncer. L'opposition, le jour où l'opposition va s'adresser au peuple, à ceux qui composent 70% de ce pays, c'est-à-dire la jeunesse, elle sera entendue. Il faut arrêter qu'elle fasse sortir nos enfants dans les rues, qu'ils aillent se faire massacrer sous des prétextes. Moi, j'attends de voir dans ce pays une manifestation des lycéens, des étudiants en faveur de l'emploi, en faveur de l'éducation. Là, l'opposition jouerait son rôle. Bien. Voilà. Donc pour vous, il n'y a pas de politiciens en fait, si on peut se permettre de dire comme ça. Il n'y a que des technocrates. Non, moi j'aime les technocrates, il n'y a pas de vrais politiciens dans ce pays. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est langue de bois. Allez-y, Mohamed. Moi, j'ai deux petites interrogations. La première, puisque vous semblez encenser le président de la République, mais ça vous dit quoi de le voir violer la Constitution à répétition? Dernier cas, un exemple. Le budget pour l'année 2016 devait être présent sur la table de l'Assemblée nationale le 15 octobre au plus tard. Et qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Ça, c'est le premier. Et d'ailleurs, il y a des gens aujourd'hui qui pensent même qu'ils pourraient gouverner par 12e provisoire.
qui est très improvisoire. Il y a des gens qui le pensent déjà. En clair. En clair, c'est-à-dire Bien. qu'il pourrait, si vous voulez, bypasser l'Assemblée nationale Bien. pour reconduire le budget de 2015 à 2016 par voie d'ordonnance, ce qui serait quand même aberrant. Deuxième petite question. Les grandes gueules. Il semble que ce serait peut-être une femme, le profil d'une femme qui se dessinerait pour le poste de Premier ministre. Ça vous fait quoi? Ça me fait plaisir. Si tel était le cas, ça me ferait plaisir. Nous aurions. Je vous ai parlé de Mitterrand. Voilà un exemple type de ce que le professeur Alpha Condé peut être. Mais je m'inscris en faux dans ce que vous venez de dire. Attendez, la première. Laissez-moi Très terminer. bien. Laissez-moi terminer. Oui. Allez-y. La première femme Premier ministre de la France a été Édith Cresson. C'est Mitterrand qui l'a mis en place. Mais je m'inscris en faux dans ce. Je n'encense pas le. Je suis pas un homme d'allégeance. Je ne suis pas un. Je dis ce qui est. Je constate simplement que dans notre pays, il y a un homme qui a gagné les élections en affaiblissant son opposition. Un cacao, appelez ça comme vous voulez. Je constate que, et je vous ai demandé de me donner des exemples, que cette même opposition, pendant 5 ans, n'a proposé aucune loi à l'Assemblée nationale qui va en faveur de la population guinéenne. C'est une réalité. Donc ce n'est pas faire allégeance ou encenser le président de la République que de le dire, c'est dire la vérité des choses, des faits. Alors ça, c'était un aspect. Maintenant, l'autre aspect, la question sur du le budget. Sur le budget. Vous savez qu'il y a, puisque notre Vous qui êtes économiste, surtout. Oui, hein. je vais vous le dire. Les grandes je vais même vous parler juridiquement. Vous avez, ou plutôt au niveau de la Constitution, vous avez un article dans la Constitution française, puisque notre Constitution est basée sur la Constitution française, qui s'appelle l'article 49.3, qui permet de passer en force. C'est-à-dire que lorsqu'un Premier ministre se retrouve à l'Assemblée nationale en position de faiblesse, veut faire passer une loi où sa majorité à lui conteste, il peut la faire passer par l'article 49.3. Donc le président de la République actuellement ne viole pas la Constitution, il est probablement en retard de certaines choses, mais ce n'est pas un viol de la Constitution, c'est autre chose que de violer la Constitution. Voilà, notre invité, on va continuer dans un instant. Et on s'intéresse évidemment à Sanba, il est médecin légiste, il est en direct chez les juges, Madame Yoruba. Les grandes gueules. Professeur Sanba, bonjour. Oui, bonjour Madame Hiro. Bienvenue dans cette émission. Alors, on parle des violences faites aux femmes en général, mais surtout du viol qui focalise en ce moment l'attention. Vous recevez le plus souvent les patientes. Parlez-nous un peu des statistiques. À quoi peut-on s'attendre en termes de statistiques en ce moment? Quel est le niveau de propagation de cette épidémie? Parce qu'on a l'impression que c'est une épidémie de nos jours. Ben oui. Oui, ben, d'abord je voudrais vous remercier Madame Hiro et vous féliciter parce qu'il a fallu que vous interveniez à travers votre émission et à travers votre ONG pour qu'on remette en surface aujourd'hui le problème de violences sexuelles. En effet, les violences sexuelles représentent 30% de nos consultations. Donc, plus d'une femme sur 5 admise dans ce service est victime de violences sexuelles. Voilà. Et ces violences sexuelles sont malheureusement commises dans la plupart des cas chez des filles qui ont moins de 15 ans. Car 60% des victimes ont moins de 13 ans. Voilà. Et ces violences sont commises généralement par des personnes qui connaissent ces filles, donc qui fréquentent la famille. C'est soit des répétiteurs, soit des voisins, ou en tout cas des personnes qui fréquentent la famille. Et certaines personnes ou certaines filles sont victimes de violences sur le chemin de l'école. Donc c'est un problème qui est très grave parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus non seulement qu'il y a une recrudescence de ces violences sexuelles, mais aussi de plus en plus que ces filles gardent les complications, non seulement anatomiques, mais infectieuses liées à cette violence sexuelle. Parce qu'on a des cas où des filles ont développé des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida, à la suite d'une agression sexuelle. Cette prise en charge, parce qu'il y a de ces personnes, le tabou aidant, qui gardent par devers eux ces cas de violence, qui ne partent pas rencontrer un médecin. Parlez-nous des risques qu'elles courent. Bien entendu, vous avez parlé du développement de certaines maladies, y compris le VIH-Sida. Est-ce que vous avez eu à rencontrer quelques cas? Parlez-nous-en. Mais oui, bon, en fait, comme je vous ai dit tantôt, le fait que les gens n'arrivent pas à rompre le tabou, c'est lié au fait que la plupart des auteurs, c'est des personnes qui connaissent la famille, qui fréquentent la famille, c'est des voisins. Donc ça, il y a des pesanteurs sociologiques qui font que les gens n'arrivent pas à rompre le silence et entraîner une action au niveau de la justice. Nous recevons des personnes qui ont décidé de rompre ce silence et de porter plainte au niveau de la police ou de la gendarmerie. Et nous les recevons pour
constater ces lésions et rédiger des rapports pour la justice. D'accord. Professeur, vous qui êtes spécialiste de ces questions d'accompagnement psychologique, aujourd'hui, c'est clair que ces filles ne bénéficient pas du tout de cet accompagnement. Concrètement, quelles peuvent être les répercussions dans les années à venir sur ces filles? Ben oui, je suis tout à fait d'accord, ça c'est une bonne question. Et il faut penser que ces filles peuvent, dans un avenir très proche, développer d'abord la dépression. On a eu des filles ici qui ont développé la fugue à la suite des agressions sexuelles, donc qui ont disparu de la famille. Ouais. Donc il y a des séquelles psychologiques extrêmement importantes que ces filles peuvent développer à la suite de ces agressions sexuelles. C'est pour cette raison, il y a quelques années ici, il y avait une ONG américaine qui s'appelle ARC, qui travaillait avec nous dans la gestion la prise en charge psychologique de ces filles victimes d'agressions sexuelles. Bien. Parce que nous, sur le plan médical, nous les gérons, mais sur le plan psychosocial, et malheureusement, c'est la famille. Ouais. Il n'y a pas de suivi, si on vous comprend très bien ce matin. Il n'y a pas de suivi à ce niveau. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'État a mis en place, puisque ça devient récurrent ces cas de viol, qu'est-ce que l'État a mis en place pour accompagner ces filles violées, ces femmes qui se font tabasser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prêt? Et vous, médecins légistes, il y en a combien dans notre pays? C'est vous seulement qu'on entend, mais est-ce que vous en sortez, vous arrivez à gérer tous les cas qui tombent dans vos mains? Mais écoutez, d'abord, médecins légistes, on a un service national. Ce service est localisé au niveau de l'hôpital Ignatius. Actuellement, nous sommes en train de travailler pour décentraliser le service de médecine légale à l'intérieur du pays. Dans un passé récent, il n'y avait pas de service de médecine légale en Guinée. Ce service a été créé en 1993. Donc, depuis cette date, on se bat, non seulement pour mettre en place un équipement pour permettre de faire la médecine légale, mais aussi pour former des jeunes et décentraliser la médecine légale à l'intérieur du pays. Voilà, professeur Hassan Ba en direct chez les juges. Allez-y, Ahmed. Oui, docteur, bonjour. Vous venez de nous de dire que sociologiquement, effectivement, ces viols se passent à huis clos et souvent par des membres de la famille. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait probablement mettre en place une sorte de numéro vert confidentiel pour que les gens qui sont au fait de ce genre de cas puissent dénoncer de manière anonyme ces enfoirés qui violent les petites filles, ou voire même les garçons, parce qu'il y a aussi des cas de viol de garçons. Vous pensez-vous pas que l'une des solutions à ce problème serait justement la mise en place très rapidement d'un numéro anonyme où on peut dénoncer ce genre de cas? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une des solutions. Mais elle ne suffit pas à elle seule. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a des familles qui ont le courage de rompre ce silence et de dénoncer et de porter plainte au niveau des cours et tribunaux ou au niveau de la police ou de la gendarmerie. Nous avons fait une étude ici pour voir quelle est la suite judiciaire réservée aux auteurs de ces agressions sexuelles. Parce que lorsqu'on a compris quand même qu'il y a une recrudescence et on ne peut pas être indifférent par rapport à la violence qui est commise à des enfants de moins de 10 ans avec des lésions qui sont à la fois insupportables, on s'est intéressé de savoir qu'est-ce qu'ils deviennent ces auteurs-là. Il y a moins de 10% de ces auteurs de ces agressions sexuelles qui passent en cour d'assises. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au courant de toute la chaîne, il y a à certains niveaux, des désistements ou je ne sais pas. Des arrangements à l'amiable, entre autres. Ouais. Voilà. Ouais. Je crois qu'il faut ces arrangements à l'amiable ou les pressions qu'on fait subir ou quelquefois, parce que c'est la famille, on se permet de retirer. Alors que lorsqu'il y a une infraction pénale, mais le procureur, on ne peut pas arrêter une poursuite comme ça, parce que simplement on a envie d'arrêter parce que c'est un parent ou protégé. Je crois qu'il faut insister sur l'application de la loi, parce que la loi existe chez nous. Il faut l'appliquer, en particulier chez les auteurs de violences sexuelles. À toute sa rigueur. Voilà, professeur Hassan Ba, médecin légiste. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Moussa, dernière question alors. Oui, dernière question, juste pour savoir comment vont ces deux petites filles dont on a parlé hier. Elles sont dans quel état aujourd'hui? Bon, je crois qu'elles vont très bien parce que nous travaillons avec l'équipe qui a en charge, qui s'occupe de la prise en charge infectieuse au niveau de l'hôpital Ignatius, le docteur 10.
Donc, on a déjà mis en place le protocole qu'on a conçu dans le cadre de la prévention de l'infection à VIH. Donc, ils sont déjà sous traitement antirétroviral, donc pour minimiser le risque de transmission à VIH. Donc, pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de problème. Professeur Sanba, notre confrère est porté disparu maintenant, il y a de cela un peu plus de 4 mois. Vous avez été saisi de ce dossier, nous savons qu'une instruction est en cours, mais pour éclairer un peu la lanterne de ceux qui nous écoutent, expliquez-nous ce que vous avez eu à faire dans ce dossier. Quelles ont été les démarches que vous avez menées? Oui, bon, en fait, comme vous le dites si bien, M. Silla, j'ai été saisi par le procureur du tribunal de Dixine à l'effet de procéder à une exhumation d'un corps non identifié qui est enterré au cimetière de Cameroun. Et la mission était de déterminer la cause de la mort et de faire le test ADN pour identifier, pour rechercher si éventuellement il s'agit du corps de M. Chérif Diallo. Alors, c'est une mission très difficile parce que dans la mesure où le corps il a été enterré il y a déjà quelques mois, donc il peut être en décomposition avancée. Et lorsque nous procédons à cette exhumation, nous devons faire l'analyse ADN, comparer avec les données antemortem de M. Chérif Diallo pour savoir si éventuellement il s'agit du corps de M. Chérif Diallo. Mais il se trouve que malheureusement, dans notre pays, on ne peut pas faire l'ADN. Et surtout, lorsque le corps est en décomposition très avancée, ce n'est plus l'ADN nucléaire simple qu'il faut faire, il faut aller jusqu'au niveau des mitochondries. Donc c'est un examen très compliqué. Même en France, c'est seulement le laboratoire qui se trouve à Nantes qui est spécialisé dans ce domaine. Et si on n'était pas en période d'épidémie d'Ebola, on envoyait les prélèvements au niveau de ce laboratoire pour faire cet examen afin de comparer. Mais cela suppose également qu'on ait des informations sur les données antemortem de M. Chérif Diallo pour pouvoir les comparer. Parce qu'il ne sert à rien de faire des prélèvements ADN si on ne peut pas les comparer avec, les parents de Chérif Diallo ou des informations qu'on a de Chérif Diallo. Oui, docteur, j'ai un souci par rapport à un terme que vous venez d'utiliser qui est l'ADN mitochondrial, je crois. C'est l'ADN qu'on recherche à travers les femmes d'une famille, il me semble, si mes souvenirs sont bons. À travers l'ADN? À travers la lignée féminine. On recherche l'ADN, c'est de l'acide désoxyribonucléique. On recherche ça sur toute personne. Oui, tout à fait, mais c'est l'ADN recherché, c'est l'ADN qui est recherché à partir de la lignée féminine du défunt, il me semble. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Hassan, dites-nous, il vous faut combien de temps au regard de la loi pour procéder à l'inhumation d'un corps s'il n'y a pas de réclamation, à l'inhumation d'abord d'un corps s'il n'y a pas de réclamation d'une famille, et ensuite on a appris que les vêtements que portait ce corps en question, ce corps suspect, ces vêtements seraient encore disponibles du côté de l'hôpital national. Donc on ne peut pas faire des prélèvements comparés, voilà, quelque chose, je ne sais pas moi, pour qu'on soit au moins éclairé. Non, en fait le problème c'est quoi? C'est que lorsqu'on a un corps qui reste pendant plus de 3 mois à cause de la capacité d'accueil de nos morgues hospitalières, parce qu'il faut dire qu'on a 10 places à Ignace, 10 places à Donka, on écrit au procureur de la République pour demander l'autorisation d'inhumer le corps. On n'a pas le droit d'inhumer un corps si on n'a pas une autorisation préalable du procureur de la République. Bien. Et c'est seulement le procureur de la République qui donne l'autorisation d'inhumer ce corps. Et lorsqu'on a cette autorisation, maintenant, on inhume le corps. Et aujourd'hui, vous n'avez pas d'autorisation. Non, donc, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé parce que je ne m'occupe pas de la gestion de la banque de Donka. Là, il faudra poser la question à la directrice de Donka qui sera... Non, pour le cas de Chérif Diallo, est-ce que vous avez reçu l'autorisation du procureur? Non, je n'ai pas géré le dossier de Chérif Diallo pour ça. J'ai seulement reçu la réquisition de procéder à l'exhumation et de faire l'autopsie. Voilà. Pour le reste, je ne connais pas. Merci beaucoup en tout cas, docteur, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et merci d'avoir répondu à nos questions, professeur Hassan Ba. Merci beaucoup, M. Lamine Guirassi. À très bientôt. Au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu.
Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Carrément terminé cette émission. Ce matin, on a écouté professeur Hassan Ba. Voilà. On a écouté Lamine. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais je pense que l'implication de la justice compte le plus à ce niveau parce qu'il y a des, comme il a dit, il y a des désistements. Mais l'État est là pour ça, la justice est là pour ça. Le procureur doit s'autosaisir. On a vu des cas d'autosaisine ici, mais c'est carrément quand ça concerne la personnalité du chef de l'État. Ouais. Je pense que la personne qui a le plus besoin de la justice, c'est le citoyen lambda. Ouais. Tel que ces deux petites filles de 9 ans qui se sont faites agresser, la loi doit aller agir jusqu'au bout, faire en sorte que ça aboutisse, qu'on mette la main sur cet auteur et qu'on le juge, qu'on le condamne. Je pense que c'est la plus grande part revient à la justice. Allez-y, Roby. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les statistiques données par le docteur sont énormes, mais imaginez à l'intérieur du pays où aucune information n'est fiable, où les jeunes filles sont culturellement et pressées, il n'y a pas de possibilité même. Difficilement, il y a des filles violées qui ont le courage de parler à leur propre mère. Il faut beaucoup de courage quand c'est un membre de la famille qui est passé à l'acte, je veux dire. Donc, c'est énorme. Et quand j'apprends que c'est quand même un seul médecin légiste, si j'ai bien entendu, pour un pays, c'est énorme. Au-delà du fait qu'on ne peut même pas faire de test d'ADN, je veux dire que le système de santé dans notre pays, il est défaillant, il est complètement défaillant. Le système de justice aussi, il faut le relancer. Le procureur sait bien s'auto-saisir, comme dit Madame Hiro, lorsqu'on critique le président. Mais voilà, mais justement, il sait bien le faire, prendre les communiqués, les balancer sur les médias. C'est pas ça qui va arrêter la liberté de parole. Monsieur le procureur, auto-saisissez-vous sur des dossiers de viol d'enfants parce que c'est très important dans notre pays. Le phénomène est énorme. J'ai l'impression qu'après le virus d'Ebola, c'est le virus du viol qui commence à prendre de l'ampleur dans notre pays parce que, et d'ailleurs, on en parle de plus en plus parce que les médias ont pris le courage de dénoncer. Et lorsque les médias ont pris le courage de dénoncer, certaines personnes ont pris sur eux la volonté d'aller plus haut. Le cas Tamsir a été très élogieux de la situation. Donc, je veux dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui sont victimes de ces phénomènes-là de prendre le courage. C'est pas maman, papa qui va vous dire fermez la bouche parce que c'est l'oncle qui l'a fait. Dites, s'ils refusent que vous le dites, allez chez les voisins, dites et les voisins vont vous aider. Il faut mettre des ONG en place, il faut mettre des associations en place. Ahmed parlait de numéro vert, ça suffit pas. Il faut que les ONG comme l'ONG de Madame Yoro se multiplient pour que les gens puissent avoir le courage d'aller s'adresser à ces gens-là. Et c'est après... sorti de cette dame qui est députée à l'Assemblée nationale. Ça sert à quoi? C'est de la récupération politique. Ça, écoutez, ce que je veux dire. De la récup. Non, mais non, on castre pas, on amène en prison. C'est pas une solution. Arrêtez, on va castrer. C'est évocateur de la situation, Lamine, c'est évocateur de la situation. Cette dame, on l'a vu, elle est remontée par rapport à ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a des textes déjà qui existent. Castrer, c'est aussi la loi est claire là-dessus. La liberté physique d'une personne en le castrant, on lui prend. C'est une atteinte aussi très grave. Absolument, il faut l'amener en prison. Nous avons dans ce pays des lois qu'il faut appliquer. C'est tout. C'est une question d'homme, il faut appliquer les lois parce que je pense que la reconstruction des victimes, des femmes victimes de viol passe aussi par la justice qu'on leur rend. C'est très important. Voilà. Allez, Moussa, on termine là-dessus. Lamine, il y a quand même quelque chose que moi j'aimerais signaler, une pratique assez voisine justement de ces cas de viol. Là, on en parle parce que c'est violent, tout le monde le découvre. Et ça d'ailleurs, essentiellement à cause du travail des médias. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces cas de mariage forcé ? Justement, quand il s'agit de personnes mineures, la loi, écoutez, quand il s'agit de personnes mineures, il n'y a pas de consentement. Lorsqu'on touche à une personne mineure, ce sont des cas de viol. Donc, on appelle ça la pédophilie, je suis désolé. Pédophilie lorsqu'il n'y a pas de mariage. En fait, ce dont je parle, c'est que sur le plan traditionnel, on parle de mariage. On parle de mariage comme cela. Je pense également que ce sont les mêmes pratiques et qu'aujourd'hui, il faut vraiment lutter contre. Voilà, nos textes de loi condamnent cela au minimum, c'est 5 ans de prison. Ce sont des cas de crime, alors d'abord qu'on sanctionne. Lorsqu'on sanctionne, lorsqu'il va y avoir tout à l'heure 1, 2, 3 cas, surtout de personnes connues, je crois déjà que ça peut réfréner les ardeurs de certaines personnes. Merci beaucoup. Allez-y, Moussa Moïse. Non, moi juste rappeler au chef de l'État, puisque j'apprends qu'il est de retour à Conakry, c'est pour lui dire que si véritablement il a envie de mettre en place un véritable changement, un vrai changement, le changement qu'on attend de lui, c'est le même président certes, mais on voudrait que ce soit un autre homme du point de vue gestion de ce pays, et bien qu'il se fasse entourer des personnes capables de lui donner de bons conseils. Ce ministre conseiller à la pêche, je pense au-delà d'être démis de ses fonctions, il doit aller en prison. Il doit répondre de ses actes. Il faut éviter que ces femmes manifestent. Ce ne serait pas bien pour l'image de ce pays, mais il faut qu'il assainisse le secteur de la pêche. C'est important. S'il n'assainit pas le secteur de la pêche, nos poissons vont nous fuir
ils vont aller se réfugier dans les eaux de la Guinée-Bissau, de la Sierra Leone, parce que ce qui va arriver, on n'a pas honte dans ce pays. On est encore sur la liste des pays tiers non coopérants en matière de pêche et on se permet encore d'avoir des ministres conseillers qui sont trempés dans de la magouille. Il faut que ça s'arrête, il faut penser à ces femmes. Derrière ces femmes, il y a des enfants qui doivent être scolarisés. Il y a cette femme qui est complètement... Elle peut plus aller en Chine, la dame de 40 000 dollars. Elle ne peut plus rien faire. Son mari est un ancien cadre de la Sotelgui. Comment elle va payer la popote? Parce que ce sont ces dames qui soutiennent leur famille. Le ministre conseiller est là. C'est un monsieur que vous pouvez croiser souvent dans des endroits où vous allez me parler de vie privée. Non, écoutez. D'accord, c'est pas bon. Écoutez. Je dis bien qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Je pense que nous devons poursuivre les enquêtes parce que aujourd'hui, les responsables ou des ministres qui ont des sociétés également dans ce pays, je pense qu'on ne peut pas finir de compter. Ils sont nombreux parce qu'on nous apprenait même qu'il y a une société qui existait, la société de Mwalim, où on nous disait que Mwalim était tout simplement... Quel Mwalim? Mwalim dont on a parlé. Oui, on nous disait que la société qu'il gérait appartenait au Premier ministre. C'est ce qu'on nous a... Oui, justement, voilà. On a parlé de ce sujet ici. Et le Premier ministre... tu m'as fait peur là, mais... non, on en a appelé tout de suite là, Mwalim. Ah bon? Oui, non, c'est... Oui, je me rappelle très bien. Si je peux permettre l'autre Ahmed. Tout ce dont nous venons de parler contribue à, comment dirais-je, à me renforcer dans ma conviction politique qu'il faut en finir avec les conflits d'intérêts, ces cadres qui ont des sociétés privées mais qui en même temps travaillant pour l'État. Il faut en finir avec cela. Mais pour revenir à la pêche, c'est symptomatique parce qu'on va en rajouter une louche sur ce monsieur qui est conseiller à la présidence, visiblement, et qui ne fait pas son travail. Nous avons été sanctionnés en 2007 par l'Union européenne. D'accord ? Il connaît très bien le dossier d'ailleurs, Moussa Moïse. Moussa Moïse connaît le dossier. Nous avons été condamnés. D'accord ? Donc on nous interdit d'exporter notre poisson. Mais que se passe-t-il ? Ce que moi j'ai apprécié d'ailleurs, parce qu'on mangeait que du bon gars. Oui, finalement on a commencé à manger. Oui, mais votre cas particulier, si vous voulez, empiète sur celui des pêcheurs guinéens. Bon, ça c'est la première des choses. Mais on a été empêchés, donc on nous empêche d'exporter notre poisson. Et ce même poisson qui est pêché par nos amis coréens, qui pullule sous nos côtes, se retrouve à Rungis, estampillé Corée, alors que c'est du poisson guinéen. Que fait ce monsieur conseiller à la présidence ? 1000 par là ou 50 000 par-ci, qu'il fasse son travail, qu'il fasse un rapport et qu'il nous mette enfin, qu'il nous fasse rentrer dans le 21e siècle avec la pêche, qu'on ait des comment dirais-je, des frigos, qu'on puisse exporter nos poissons parce que nos pêcheurs ici sont en train de crever de faim. Merci beaucoup. Voilà, on a terminé ce matin, Roby. Je ne peux plus, j'en ai plus. Voilà, allez, vas-y, vite fait. Pour continuer, lui, il n'en a rien à faire. Il est à la Villa 44 sous la climatisation. Pour donner des licences, il faut payer 50 000 $ 3 fois, sans quittance, etc. Mais il fait des amitiés avec des étrangers, il protège des Coréens, il pollue les Guinéens. Voilà quelqu'un qu'on appelle conseiller à la présidence et vous voulez qu'il y ait des résultats. Vous ne pouvez pas avoir des résultats avec des gens pareils. Mon œil. C'est pas possible. Allez, merci. On va terminer ce matin, mesdames et messieurs. Ahmed Kourouma à retrouver très prochainement, évidemment, sur Radio Espace avec monsieur Dumessi. Oui, cette émission que nous diffusons le dimanche à 9h, les grandes solutions avec Guiba Milimono, entre autres. Grand merci à toute l'équipe technique de ce matin. Mohamed Diaby a réalisé cette émission côté radio. Mahmoudou Kondé, accompagné de Lifo Sissé et Mohamedou Alibouba. C'est bien cela. Allez, vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir, à demain.